L'équipe du CEPIAS vous propose un point d'actualité relatif à la gestion de l'épidémie Covid-19. L'objectif est tout d'abord de présenter les nouvelles mesures, et en particulier celles qui concernent les campagnes de dépistage, les visites, les transferts des patients, et d'autre part de vous apporter les enseignements issus des retours d'expérience, ainsi que des informations concernant des points pour lesquels nous sommes très souvent sollicités. Le retour à la normale est un objectif, le déconfinement va débuter, le port du masque pour la population va être utilisé pour continuer à ralentir la vitesse de circulation du virus dans la communauté, mais bien sûr les cas d'infection vont continuer à survenir, et en conséquence les services de réanimation vont continuer à accueillir les patients qui présentent les formes les plus sévères, et les établissements de santé, les patients qui nécessitent d'être hospitalisés en dehors de la réanimation, et puis enfin, les EHPAD vont accueillir un nombre croissant de résidents Covid-19. Nous sommes encore en phase 3. La décrue est amorcée, mais la surmortalité observée ces dernières semaines à l'échelle du pays souligne en creux ô combien les mesures de prévention de la diffusion du SARS-CoV-2 étaient et restent aujourd'hui vraiment nécessaires. Avec la reprise des soins hors Covid-19, le respect des précautions d'hygiène classiques va être essentiel pour éviter la diffusion intra-établissement des pathogènes, mais en particulier du SARS-CoV-2, à partir des patients Covid-19 asymptomatiques, non connus, qui ne vont pas manquer de venir dans nos établissements. C'est pourquoi nous avons voulu replacer ces précautions au centre de cette présentation. Ces précautions sont de deux types. Premièrement, les précautions standards qui s'appliquent pour tout patient, quel que soit son statut. Et deuxièmement, les précautions additionnelles, complémentaires, qui s'appliquent lors de la prise en charge de patients porteurs de certains pathogènes. Les précautions standards, lorsqu'elles sont appliquées pour tous les patients et tous les résidents dans le cadre des soins, permettent d'une part de protéger les soignants et d'autre part de prévenir la transmission croisée et plus largement la diffusion épidémique des pathogènes. Les deux objectifs sont symbolisés en bleu et en orange, respectivement dans nos fiches régionales et dans les diapos qui vont suivre. L'hygiène des mains est au centre des précautions standards. En particulier, à la fin des soins, les soignants se protègent en éliminant les pathogènes qui sont présents sur leurs gants et les autres dispositifs de protection, le cas échéant. L'hygiène des mains participe à limiter la transmission croisée entre patients lorsqu'elle est réalisée fréquemment et tout particulièrement avant de débuter un soin. La friction doit être privilégiée avec un produit virucide afin de garantir une désinfection des mains efficace vis-à-vis des pathogènes qui sont responsables des épidémies hivernales, en particulier les gastro-entérites aiguës, les infections respiratoires aiguës. Il n'y a que dans le cas de mains visuellement sales ou si ces mains sont humides que la friction doit être remplacée par un lavage des mains avec du savon doux, liquide, et suivi de l'essuyage avec des essuie-mains à usage unique. Le port des gants à usage unique est nécessaire dans le cadre de l'application des précautions standards dans un nombre très limité de situations. Il a pour objet d'assurer la sécurité des soignants. Il est essentiel pour les soignants de porter des gants pour les soins au cours desquels ils sont potentiellement exposés aux liquides biologiques. C'est en particulier le cas des prélèvements sanguins, de la toilette génito-urinaire ou des soins de bouche. Ces gants doivent être retirés dès que le soin est terminé, parce que d'une part, ils ne sont plus nécessaires, et que d'autre part, différer le retrait des gants amène très vite le soignant à ne pas réaliser des gestes d'hygiène des mains nécessaires. Le port de gants est associé le port des gants en excès est associé à une contamination des surfaces touchées et il favorise la transmission croisée et la diffusion épidémique des pathogènes. Enfin, rappelons aussi que l'utilisation des chats sur les gants ne correspond en rien à une hygiène des mains. En effet, d'une part, les mains gantées ne sont pas désinfectées,
et d'autre part, les gants sont altérés, ils deviennent poreux, et à ce moment-là, ils ne protègent plus le soignant. Le contact avec la peau saine n'est pas associé à un risque d'exposition au liquide biologique. En conséquence, le port des gants est sans objet dans la situation de soins très fréquente, qui est la toilette simple par exemple, ou encore l'habillage ou l'effleurage. Aussi, le port de gants doit être vraiment limité et exclu dans ces situations qui sont à risque de transmission croisée des pathogènes qui sont sur les gants. Les précautions standards décrivent des situations au cours desquelles les soignants doivent utiliser les autres dispositifs de protection, et en particulier les masques, la charlotte, les lunettes, les tabliers et les surblouses. Alors que les gants doivent être portés dès qu'il y a un risque de contact avec une muqueuse, la peau lésée ou tout autre liquide biologique, les masques, les protections oculaires, les dispositifs de protection de la tenue doivent être utilisés pour des soins au cours desquels il existe un risque de projection du liquide biologique, comme cela est le cas par exemple pour l'intubation, la nasofibroscopie, l'aérosolthérapie ou les soins de trachéotomie. Comme pour les gants, il est essentiel de retirer ces dispositifs de protection dès qu'ils ne sont plus nécessaires. En effet, ils sont source de contamination du soignant lui-même, et leur retrait doit être d'ailleurs immédiatement suivi d'une friction afin d'éliminer les pathogènes qui viennent de contaminer les mains au moment du déshabillage. Enfin, les précautions standards prévoient le port du masque chirurgical et celui des gants lorsque le soignant présente des signes d'infection oropharyngée ou cutanée, respectivement. Dans ces deux situations, le port des dispositifs en continu et pour tous les soins permet de prévenir la transmission des pathogènes du soignant au patient qu'il prend en charge. Enfin, le dernier volet des précautions standards porte sur les moyens qui permettent de garantir une propreté de l'environnement du soin. Ces recos portent d'une part sur l'entretien des dispositifs en contact avec les patients, c'est-à-dire l'élimination des dispositifs qui sont à usage unique et les modes de traitement de ceux qui sont réutilisables. Et deuxièmement, portent sur l'entretien des locaux. Lorsque les patients ou les résidents sont porteurs connus de certains pathogènes pouvant facilement causer des épidémies en milieu de soins, il est nécessaire d'appliquer des mesures d'hygiène additionnelles dont l'objectif est de faciliter le respect, l'application des précautions barrières. Il en existe deux types, les précautions contact et les précautions respiratoires. Les précautions contact requièrent en général seulement le port d'un tablier à usage unique pour protéger la tenue du soignant lors des soins directs. Le port des gants est requis uniquement pour le cas de la gale, des gastro-entérites aiguës et du Clostridium difficile. Et d'ailleurs, dans ce cas, le tablier est remplacé par une surblouse à manches longues. Enfin, si le patient présente des signes respiratoires et si le pathogène associé à l'application des précautions contact est présent au niveau de la sphère ORL, alors le soignant portera un masque chirurgical pour les soins directs avec ce patient. Les précautions respiratoires requièrent le port d'un masque. Le type de masque diffère selon le pathogène. Pour la rougeole, par exemple, dans le cadre des précautions R, ce sera un FFP2 positionné avant l'entrée dans la chambre du patient. Et à l'inverse, pour la grippe saisonnière, par exemple, ce sera, dans le cadre des précautions gouttelettes, un masque chirurgical qui sera porté à l'entrée de la chambre, en dehors des cas de gestes invasifs sur la sphère ORL pour lesquels le FFP2 sera nécessaire. Donc, après ce rappel sur les précautions à appliquer en période normale, on va dire, pour tout patient, revenons maintenant aux particularités de la prise en charge des patients ou des résidents cas suspects
Covid-19. Donc, compte tenu du caractère émergent du SARS-CoV-2, d'une part, deuxièmement, de la mortalité associée au Covid-19 pour les personnes les plus fragiles, et enfin de la contagiosité en milieu de soins, la prise en charge des patients, aujourd'hui, nécessite d'appliquer des mesures d'hygiène renforcées. Certaines de ces mesures vont devoir être appliquées pour tout patient, et d'autres vont l'être pour seuls les patients ou résidents cas ou suspects Covid-19. Donc dans cette période particulière, les précautions standards vont être complétées par le port du masque chirurgical en continu, donc pour tous les soignants, pour tous les soins, c'est-à-dire donc en secteur Covid, mais aussi en dehors des secteurs Covid. Cette mesure, en effet, permet d'une part de protéger à la fois soignants et patients non contaminés, et deuxièmement, elle permet de diminuer le risque d'acquisition nosocomiale à partir des porteurs asymptomatiques. De même, pour cette période exceptionnelle aujourd'hui, et afin d'éviter la contamination des anesthésistes qui réalisent des intubations au bloc opératoire, le port du masque FFP2 doit remplacer le masque chirurgical qui est utilisé habituellement pour intuber les opérés, quel que soit leur statut Covid-19. Pour les soins prodigués aux patients ou résidents cas ou suspects Covid-19, il est nécessaire d'appliquer rigoureusement les précautions contact et les précautions de type gouttelette. Donc en pratique, les soignants doivent porter une surblouse manche longue, un masque et une protection oculaire. Le masque étant un masque chirurgical pour les gestes non invasifs sur la sphère ORL ou un APR de type FFP2 dans le cas contraire. Notez bien l'absence de gants en dehors des soins qui exposent le soignant au liquide biologique. Dans les diapositives suivantes, nous allons rappeler plusieurs points importants. Tout d'abord, pour garantir une protection du soignant, le masque chirurgical porté en continu doit être bien positionné. Il ne doit pas être mobilisé, et s'il est touché par inadvertance, le soignant doit immédiatement réaliser une friction pour éliminer les virus qui viennent de contaminer ses mains. Vous avez sur cette diapo aussi le lien vers une vidéo qui a été réalisée au CHU de Nantes et qui illustre de façon ludique les risques de contamination qui sont associés à la mobilisation des masques. Les FFP2 doivent être réservés aux gestes invasifs qui portent sur la sphère ORL des patients ou résidents cas suspects Covid-19. Le port de ces APR doit être impérativement complété par une protection oculaire de façon à éviter la contamination du soignant au niveau de la muqueuse conjonctive au décours de ces gestes invasifs. En secteur de réanimation, les gestes invasifs sont très fréquents. C'est pourquoi il est recommandé aux soignants de ces secteurs de porter un FFP2 en continu, en complément bien sûr de la protection oculaire et de la coiffe. Le port en continu des FFP2 n'est pas recommandé en dehors des secteurs de réanimation. Souvent mal toléré, mal ajusté, ce qui entraîne des mobilisations répétées et est associé à une contamination fréquente des professionnels qui les portent. La qualité des dispositifs de protection des soignants doit être irréprochable. Les chats, les masques, les appareils de protection oculaire doivent garantir la sécurité de ceux qui les utilisent et répondre aux exigences en vigueur, comme par exemple la teneur en alcool pour les chats ou certaines normes. Donc les dispositifs qui ne répondent pas à ces exigences ne doivent pas être utilisés dans le cadre du soin. La protection de la tenue est un élément clé de la prévention de la contamination des soignants.
Pour les services qui doivent assurer la prise en charge d'un seul patient ou d'un seul résident, cas ou suspect, la tenue du soignant doit être protégée par une surblouse manches longues à usage unique. Les manches longues sont très importantes, elles permettent la protection des bras des soignants. Nous ne recommandons pas les tenues à manches courtes, avec friction jusqu'au coude, compte tenu de la difficulté à répéter cette procédure, d'une part, et surtout afin d'assurer la sécurité du soignant de la façon la meilleure. Pour les services des établissements de santé ou les EHPAD devant prendre en charge plusieurs patients ou résidents, nous recommandons le port prolongé de la surblouse à manches longues, protégée elle-même par un tablier à usage unique qui lui seul est changé pour chaque patient ou résident. Cette mesure, initialement proposée en lien avec la pénurie de surblouses, a montré son intérêt en limitant les déshabillages et les risques de contamination des soignants qui en découlent. Les REX, et en particulier des REX d'EHPAD, suggèrent une contamination fréquente des soignants au décours des déshabillages successifs. Le seul retrait du tablier à usage unique semble être moins à risque, c'est pourquoi, alors que le risque de pénurie de surblouse s'est éloigné, nous recommandons cette organisation, c'est-à-dire surblouse gardée pour un tour de soins et tablier à usage unique changé entre deux patients ou résidents, pour la prise en charge des patients Covid, cas ou suspects. Donc après ce point sur les précautions barrières, nous allons maintenant aborder l'organisation des soins, celle des visites et des transferts. Alors la prise en charge des patients et des résidents cas ou suspects doit être adaptée en fonction du nombre de cas. Nous recommandons la marche en avant lorsque le nombre de résidents ou de patients est limité et en absence d'évidence de diffusion incontrôlée. Dans ce cas, la prise en charge des patients ou des résidents se fait d'abord auprès des patients indemnes, puis des suspects et enfin des cas. A l'inverse, la sectorisation, dès lors que le nombre de cas augmente, peut aider à limiter la diffusion intra-établissement et surtout à protéger les patients ou résidents qui sont encore indemnes. À ce moment-là, du personnel doit être dédié au secteur Covid. Dans tous les cas, les mesures spécifiques d'un secteur Covid ne doivent pas être étendues à tout l'établissement. Et en particulier, le port de la surblouse doit être strictement réservé au secteur Covid. Compte tenu des caractéristiques du SARS-CoV-2 et de son aptitude particulière à survivre sur les surfaces, l'importance de l'entretien doit être rappelée aux professionnels, en particulier concernant les dispositifs qui sont utilisés au contact des patients. De même, pour le bio-nettoyage des locaux, qui doit être renforcé, il y a nécessité d'avoir une attention particulière et il peut être complété par l'aération, qui est certainement très efficace. Les produits utilisés doivent bien sûr être virucides afin de garantir l'efficacité des procédures d'entretien. En établissement de santé et dans les EHPAD, tous les déchets Covid sont assimilés au jour d'aujourd'hui à des dasseries. A l'inverse, en ville, hors dasserie classique, les déchets de soins issus de la prise en charge des patients cas ou suspects Covid sont éliminés dans la filière DAOM, avec double emballage et entreposage pendant 24 heures avant leur élimination. Nous avons connaissance d'une tension sur les sacs hydrosolubles utilisés pour le linge sale, étiqueté Covid. Donc, nous recommandons l'utilisation de sacs dasserie en remplacement des sacs hydrosolubles si c'est nécessaire. Les visites auprès des résidents sont maintenant à nouveau possibles. L'organisation
de ces visites doit être réalisé au niveau de l'établissement, en fonction des locaux en particulier. Les visites doivent être privilégiées en extérieur, à défaut dans un espace dédié, et enfin si l'état du résident ne peut pas être autrement, dans la chambre. Les principes de distanciation et les précautions barrières sont évidemment au centre. La réflexion pour faciliter leur application est essentielle. Il faut déterminer au mieux comment organiser ces visites en elles-mêmes, ainsi que le nettoyage des locaux où ces visites se déroulent. Les transferts de patients Covid-19 vers les établissements de santé ou les EHPAD sont des événements qui vont être de plus en plus fréquents. Ces transferts doivent être facilités puisqu'il faut diminuer la durée d'hospitalisation dans les établissements de première ligne. En dehors des transferts en SSR, deux situations sont possibles en fonction du patient et en particulier s'il présente des facteurs de risque d'évolution vers une forme grave. En pratique, ce qui détermine le transfert, c'est l'état clinique du patient. Il peut intervenir à tout moment dès que la clinique le permet. Ensuite, il faut déterminer à quel délai on est à partir du début des symptômes. Et à partir de là, on peut savoir quelles sont les précautions à appliquer dans l'établissement dans lequel ce patient est transféré. Donc, dans le cas d'un patient qui présente des risques d'évolution vers une forme grave, si on se situe avant J10 par rapport au début des symptômes, les précautions à appliquer dans l'établissement où est transféré ce patient sont les précautions gouttelettes et contact. Et ensuite, à partir de J10, dans la mesure où le patient n'a pas présenté de fièvre ni de dyspnée pendant 48 heures, seules les précautions gouttelettes sont maintenues, et cela pendant 14 jours. La levée des mesures intervient donc à J24. Pour un patient qui ne présente pas de risque d'évolution vers une forme grave, les délais sont un peu plus courts. La levée des précautions contact peut intervenir à J8, dans la mesure où il n'y a pas eu de fièvre ni de dyspnée pendant au moins 48 heures. Les précautions gouttelettes sont maintenues pendant 7 jours et donc la levée des mesures intervient à J15 du début des symptômes. Pour les patients qui vont être transférés dans un établissement de SSR, les délais sont un peu différents. Les précautions gouttelettes et contact sont maintenues 14 jours après le début des symptômes. Et dans la mesure où il n'y a pas eu de fièvre ni de dyspnée pendant 3 jours, à partir de J14, les précautions gouttelettes vont devoir être appliquées pendant 7 jours, la levée des mesures intervenant à J21 du début des symptômes. Les tests diagnostiques, tests PCR, sont utilisés actuellement pour analyser précisément la situation épidémiologique, en particulier dans les EHPAD. Sur cette diapositive, vous avez figuré un des logigrammes proposés par notre ARS pour l'étude qui devra être réalisée dans un établissement qui a déjà été confronté à des cas de Covid et qui est à nouveau devant un cas intervenant soit chez un résident, soit chez un soignant. Donc les tests PCR doivent être réalisés chez les résidents pour au moins les 2-3 premiers cas et bien sûr, en fonction des résultats, les mesures spécifiques doivent être mises en place autour de ces résidents. Et pour ce qui concerne donc un professionnel devenant symptomatique, eh bien, en cas de confirmation, les mesures d'éviction pourront être proposées. Pour le cas plus fréquent, dans notre région d'EHPAD qui n'ont pas encore été confrontés à aucun cas
Covid-19. Donc s'il survient, soit chez un résident, soit chez un professionnel, et en cas de confirmation positive, à ce moment-là, tous les professionnels de santé de l'établissement doivent faire l'objet d'un dépistage, qu'ils soient symptomatiques ou pas. Et dans le cas où le diagnostic, le résultat PCR est positif, ces personnels peuvent faire l'objet d'une éviction. En pratique, comme vous pouvez le voir en bas à gauche de cette diapositive, pour ces professionnels qui n'ont pas été symptomatiques et qui sont détectés positifs, ce qui peut être proposé, c'est qu'ils ne soient pas arrêtés, mais puissent continuer à travailler, sous réserve évidemment de mettre un masque en continu, mais c'est déjà le cas en continu dans les EHPAD actuellement, et puis surtout sous réserve qu'ils se fassent une autosurveillance. J'ai remis sur cette diapositive les mesures et les délais surtout pour la reprise de soignants qui, eux, ont été atteints Covid, pour déterminer leur date de retour, qui varie en fonction de la présence de facteurs de risque d'évolution vers une forme grave et qui nécessite, après leur retour, encore une fois, de porter le masque en continu. Enfin, sur cette dernière diapositive, vous retrouvez nos coordonnées et c'est au niveau donc de l'onglet Documents outils que vous pourrez retrouver le diaporama qui sera associé à ce nouveau webinaire.